Le titre 1. Constitution ni 5 minutes ko kuma min filana ni afolo abobla en 1236 à Kuluka Fuga tout près de Kangapala après la chute de Soso Sundiata ni roi Aliyo 40 jours pour élaborer une constitution qui a, n'est-ce pas, défié le temps et l'influence extérieure. Donc, à peu près un mot de Kenakabi. Vraiment, à terminer, monsieur le président Kafo, on a essayé, on a essayé de donner à Djarien Kodjougou. Parce qu'il n'a pas de. C'est compris? Non. Monsieur, je appelle Milan Sepolo, comme une conférence, Tamnana, Morobi la main à Radio là. Tuwawukando, tuwawukanda mo biga kanda me paso kanudo. Itani mouye. Nantala ni naka adopté. Normalement malikono famo ya fota ubana. Ma proposition porte sur l'article 11, deuxième alinéa. Cet alinéa dit ceci: toute personne persécutée en raison de son opinion politique bénéficie du droit d'asile en République du Mali. Bon, généralement les gens sont persécutés dans leur pays en raison de l'opinion politique, mais également pour d'autres raisons. L'appartenance ethnique, souvent, quelquefois même l'appartenance religieuse, pour la religion. Je suggère donc qu'on ajoute que toute personne persécutée en raison de son opinion politique, son appartenance ethnique ou sa religion, bénéficie du droit d'asile en République du Mali. Je constate qu'au niveau du préambule, aucune précision n'est faite sur sa portée juridique. La portée juridique du préambule pose énormément de problèmes. Les rédacteurs du texte initial l'avaient proposé. J'ai reconduit cette proposition en disant que le présent préambule fait corps avec la Constitution elle-même. L'article 17. La liberté syndicale est garantie. Les syndicats exercent leur activité sans contrainte et sans limite autre que celle prévue par la loi. Je dirais là simplement, autre que celle prévue par la loi, remplacée par dans le respect des règles fixées par la loi. L'article 24, il est indiqué que la République du Mali est indépendante, souveraine, indivisible. Permettez, c'est mon introduction. Donc il est stipulé que la République du Mali est indépendante, souveraine, indivisible, démocratique, laïque et sociale. Sociale, je suppose que ça signifie que nous entendons mettre en place, mettre en chantier un État solidaire. Il se trouve que dans le premier avant-projet de constitution, l'assistance aux handicapés, de même que la protection de la maternité et de l'enfance, avait été prise en compte. Donc je suppose, étant donné que ces dispositions ont disparu du présent avant-projet, je propose un alinéa à l'article 15. Donc après le premier alinéa qui stipule l'éducation, l'instruction, la formation, ainsi de suite, la protection de la maternité et de l'enfance et l'assistance aux personnes handicapées est un devoir pour l'État et l'ensemble de la communauté nationale. Mon observation porte sur le préambule uniquement. Monsieur le Président, la sous-commission a très intelligemment fait ressortir un certain nombre de préoccupations fondamentales qui se posent aujourd'hui pour notre société. Je suis tout à fait d'accord avec les préoccupations qui ont été données par la sous-commission. Mais je pense qu'il y a une question fondamentale qui se pose aujourd'hui, c'est la question de l'intégrité territoriale. Et par rapport à mon idée sur la valeur juridique du préambule, moi je propose qu'on réaffirme avec force la notion de l'intégrité territoriale au niveau du préambule pour éviter que, ultérieurement, des problèmes qui vont se poser au niveau du corps du texte, qu'on permette au juge d'interroger le préambule sur ce point-là, qui est un début de réponse par rapport à des questions qui fondamentalement vont se poser et qui poseront problème. J'en ai terminé. Donc je propose qu'on mentionne la notion, réaffirme la notion de l'intégrité territoriale au niveau du préambule. J'en ai terminé. Merci. À la lecture de ce projet de constitution, on se rend compte que
il s'agit du droit romain pur, donc contenu assez cartésien pour une société à 80% d'analphabètes. Ça pose un problème d'interprétation d'abord au niveau de la masse. Ensuite, le préambule est très subtil par rapport aux observations que moi je voudrais faire, parce qu'il fait appel déjà à la mobilisation pour la préservation de la diversité culturelle et linguistique. Mais nous savons que l'histoire des sociétés n'a pas commencé par la forme républicaine. Donc, chaque constitution a été l'émanation d'une culture de plusieurs siècles. Or, dans le préambule, rien ne consacre le droit coutumier ou le pouvoir coutumier qui sert de cimentation, qui sert de liaison harmonique entre les éléments de la collectivité et entre la collectivité et la société. Moi, je souhaiterais que, pour le bon usage qu'on doit faire de la Constitution, qu'on consacre quelque part le droit coutumier comme un fondement essentiel et que la loi n'intervienne qu'en dernier recours. La loi doit être le dernier recours. Parce qu'il ne faut pas pour chaque chose que le paysan aille chez les gendarmes ou bien chez le commandant de cercle pour les problèmes qu'il aurait pu régler dans des discussions de village ou dans des discussions coutumières. L'article 3, alinéa 1. Nul ne sera soumis à la captivité ni à la torture, à des sévices ou traitements inhumains, cruels, dégradants ou humiliants. Alinéa 2. Tout individu qui s'oppose à l'application du contenu de l'alinéa 1 de l'article 3 sera puni conformément à la loi. Merci, Monsieur le Président. Merci bien. L'article 8 consacre le principe de la personnalité des peines. Je pense que c'est une excellente chose, mais il y a un certain nombre de manipulations, malheureusement, qui se sont passées dans cet article 8 in fine. En effet, le dernier article, le dernier alinéa plutôt, sur le droit de la défense a été modifié et cette modification n'a pas été signalée par les corrections qui ont été portées au dernier document qui nous a été distribué aujourd'hui. La première mouture de ce document disait: le droit à la défense, y compris celui de choisir librement son avocat, est garanti depuis l'enquête préliminaire. Et nous voyons sur ce texte-là, le droit de la défense, y compris celui de choisir librement son défenseur, est garanti depuis l'enquête préliminaire. J'appelle ça de la manipulation. Pourquoi ne l'a-t-on pas signalé dans le correctif qu'on nous a remis? Pourquoi a-t-on supprimé le mot avocat? J'en reviendrai après, mais pour l'instant, ce que je propose au nom du barreau, c'est d'abord un alinéa 3. À la place de cet alinéa 3-là, nous proposons: nul ne sera interpellé par les forces de sécurité hors le cadre d'une enquête préliminaire. Je fais allusion particulièrement, pour dire les choses comme elles doivent se dire, aux interpellations de la sécurité d'État. Nous avons eu toutes sortes de problèmes avec la sécurité d'État. On prend votre client, on l'enferme, on le met au secret. Personne de sa famille et ses avocats, personne n'a le droit de communiquer avec l'inculpé ou l'interpellé. Nous voulons qu'un frein soit mis à cela. C'est pourquoi nous estimons que cet alinéa 3 doit exister dans la Constitution. C'est-à-dire qu'on ne puisse pas interpeller quelqu'un en dehors de l'enquête préliminaire. Il en va ainsi de l'éducation, de la santé, du logement, de l'environnement, de l'assistance sociale, qui constituent à l'heure actuelle des problèmes, des questions importantes dans notre pays. C'est pourquoi je propose l'éclatement de l'article 15 qui regroupe tous ces problèmes, et si on les éclatait, j'ai fait des propositions, cela va amener la disparition de l'article 14 et de l'article 19. Bon, ainsi proposé, l'article 14 va être relatif à l'éducation, à l'instruction, à la formation, qui constituent des droits reconnus par la présente Constitution et qui sont garantis par, 1, la possibilité de développer
et de suivre l'enseignement dans les langues maternelles, la gratuité de l'enseignement de base obligatoire pour tous les sexes, les facilités de suivre l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur par l'octroi des bourses d'études, et l'enseignement privé est reconnu et s'exerce dans les conditions définies par la loi. Ce serait le nouvel article 14. L'article 15 est relatif à la santé et à l'environnement. La santé et l'environnement sain sont des droits pour toute personne. Ils se traduisent par une assistance médicale gratuite dans les établissements sanitaires de l'État, le développement de l'hygiène, des mesures d'assainissement du cadre de vie, l'amélioration de la pharmacopée traditionnelle. Il y a certaines choses qui sont déjà obligatoires pour les paysans, parce qu'on les oblige déjà à verser de l'argent, c'est-à-dire à faire des cotisations pour subvenir aux frais scolaires, et aussi on les oblige également à construire et à entretenir les locaux scolaires. Donc si cela est déjà de fait, pourquoi on n'oblige pas les enfants à aller dans ces locaux scolaires et à utiliser également les fournitures scolaires? Deuxième point, j'attire également l'attention de la conférence, parce que si cela n'est pas, c'est un danger très grave. Très grave pourquoi? Parce que des partis politiques seraient tentés d'aller dans les campagnes et lors des campagnes électorales pour dire que bon voilà, l'enseignement n'est plus obligatoire et c'est nous qui avons lutté pour que cela ne soit pas. Et cela peut être très dangereux parce que les salles de classe peuvent être vidées. Évidemment, je m'adresse à cette auguste assemblée et aux femmes, à mes mères, aux grand-mères, bien évidemment aux épouses, à nos sœurs, avec beaucoup d'humilité et beaucoup de respect. Mais il me semble que cette citation est assez incomplète parce que nous aurons oublié les handicapés, nous aurons oublié les personnes mutilées de faits de guerre ou de faits d'accident, nous aurons oublié les embryons qui, sans être des citoyens, parce qu'on a évoqué le problème des citoyens, constituent des personnes. Alors je propose que l'alinéa 2 soit formulé ainsi qu'il suit. Le peuple du Mali s'engage solennellement à préserver la forme républicaine de la laïcité de l'État et proclame sa détermination à défendre les droits et libertés de la personne humaine. Lors des événements de mars 1991 et bien avant, nous avons assisté à des actes d'une brutalité inouïe et parfois même des actes que je qualifierais de barbarie. Et pour que cela ne se reproduise plus dans l'enceinte de certains lieux, j'aimerais que l'on ajoute à l'article 6, après les différents domaines énumérés, le domicile, le domaine, la vie privée et familiale, on ajoute l'enceinte des établissements d'enseignement, des établissements sanitaires, des lieux de culte, des cimetières sont inviolables. L'article 7, à notre avis, n'est pas assez précis et ne garantit pas absolument la liberté de presse. Face à ce constat, nous formulons la proposition suivante, et ce, au nom de la presse privée et de la presse d'État. La liberté de presse est reconnue et garantie. L'observation de cette liberté et l'égal accès pour tous aux médias d'État sont assurés par un organe indépendant dont le statut est fixé par une loi organique. De facto, seule cette loi organique que nous appelons de tous nos voeux rendrait l'organe en question moins vulnérable aux aléas et aux tribulations des politiques. En ouvrant les travaux, le président lui-même a rappelé que la Constitution, si elle était mal faite, sera le lit de la dictature. Et nous voulons rassurer cette auguste assemblée que c'est ce souci qui nous a inspirés quant à la sauvegarde de la liberté de la presse, de peur encore une fois, mesdames, messieurs, qu'elle ne soit la proie facile à abattre par la future majorité parlementaire. Nous intervenons sur la laïcité. C'est pour lui donner, proposer à la salle un contenu positif de la laïcité. Parce que le concept chez nous est en train de devenir un phénomène négativement dynamique. Donc, à l'intention de la salle, nous voulons
faisons cette proposition. Dans le préambule, le peuple malien s'engage solennellement dans le respect de nos valeurs socio-culturelles à préserver la forme républicaine, et la laïcité de l'État. Et ensuite, l'article 19 du titre premier, l'enseignement public est gratuit et laïque. Toutefois, pour la sauvegarde de nos valeurs spirituelles, les théologies islamiques et chrétiennes peuvent y être enseignées. Et le président nous a mis en garde contre certains commentaires. Je dis cela pourquoi? Parce que cela aura un double avantage. Premièrement, nos futurs cadres, ceux-là même qui nous rient au nez lorsqu'on parle de religion, sont très généralement les premiers qui puisent dans les caisses de l'État ou vraiment qui fomentent des coups en comptant bien sûr, en comptant sur le soutien occulte d'un prétendu faiseur de ministre ou de chef d'État. Oui, moi mon intervention portera uniquement sur l'article 3 qui dispose en son alinéa 3 que tout individu, tout agent de l'État est délié du devoir de désobéissance lorsque l'ordre reçu constitue une atteinte grave et manifeste au respect des droits de l'homme. Et quelqu'un a ajouté, et ce qui me paraît encore plus grave, et des libertés publiques. Alors cet article porte certainement la marque du traumatisme subi lors des derniers événements dans notre pays, le traumatisme vécu par le peuple. Mais je pense que cet article tel que formulé recèle pour l'avenir encore de graves dangers. On ne peut pas laisser à l'appréciation d'un agent de l'État le caractère d'atteinte ou non aux droits de l'homme d'une instruction. Un exemple précis, nous avons aujourd'hui de graves problèmes dans le Nord. Tout soldat pourrait se réfugier derrière cet article pour refuser d'assurer son rôle de maintien d'ordre ou de protection de la sécurité des citoyens en disant simplement je refuse de tirer sur mes frères Touareg. Si on ajoute encore atteinte aux libertés publiques, demain tout agent de la sécurité pourrait refuser de procéder à une interpellation en disant qu'il porte atteinte à une liberté publique, celle d'aller et venir. On n'en sortirait pas. Donc c'est pourquoi je dis que cet article, il faut faire très attention, c'est un creuset grave, de graves dangers et de subversion. L'originalité et la richesse du patrimoine culturel malien est indéniable. Considérant ceci, j'ai la proposition concrète suivante. À l'alinéa 3, vous ajoutez seulement, en barrant le « et » après « vie », vous ajoutez à la fin « et de son patrimoine culturel ». Ce serait lu de la façon suivante. Le peuple malien réaffirme sa détermination à préserver et à consolider l'unité nationale et s'engage à assurer l'amélioration de la qualité de la vie, la protection de l'environnement et de son patrimoine culturel. Point. L'article 2 du titre premier. Il est dit tous les Maliens naissent et demeurent libres et égaux en droit et en devoir. Toute discrimination fondée sur l'origine sociale, la race, le sexe, la religion et l'opinion politique est prohibée. J'aimerais qu'on ajoute, et je donne mon argumentation, qu'on ajoute le statut social, car au Mali, nous savons tous que l'inégalité en toutes choses entre les individus de classes différentes est épatante. La preuve flagrante de cette discrimination nous a été donnée ici même lors des 2 premiers jours en nous imposant un règlement intérieur non adopté par la majorité des participants, c'est-à-dire la place réservée aux déshérités représentant 99% des Maliens. Depuis l'indépendance à nos jours, aucun changement intervenu dans ce sens, malgré ces mots vains de transparence, de démocratie et d'égalité. La réalité reste amère et l'avenir du pays est plus que jamais sombre. Un chef de gouvernement qui affirme que donner le per diem, c'est distribuer gratuitement de l'argent aux participants, je trouve cela comme une insulte aux pauvres.
pour nos gouvernants qui sont par patriotisme, qui s'accordent des avantages et des primes exorbitants hors du commun et à vie. À terre les pauvres. Ala yɛrɛ bɛ sira fanga ɲɛ, ala yɛrɛ bɛ tɛ se fanga la nka hakɛ ani tɔɲɔ o de bɛ se fanga la. L'article 4 du titre 1, initialement libellé. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion, de culte, d'opinion et d'expression dans le respect des lois, de l'ordre public et de la laïcité de l'État. Après discussion de cet article au sein de la commission constitutionnelle, je constate que le membre de phrase composé de l'ordre public et de la laïcité de l'État a disparu. Je dis donc que cela m'inquiète, d'autant que je sais que des discussions s'étaient engagées au sein de cette commission autour du mot laïque, à telle enseigne qu'une certaine presse de la place a rédigé un article intitulé « Contre la laïcité de l'État », bien sûr au sein de la commission constitutionnelle. Mon intervention se porte sur l'article 20, qui me paraît un peu laconique. Je proposerai la défense pour la sécurité, l'économie et le développement de la patrie est un devoir pour tout citoyen, militaire ou civil. Merci. Je voudrais très respectueusement dire à la conférence que le souci qui me guide à intervenir est celui des événements douloureux du Nord. À ce titre, et je demande à la conférence d'ajouter au préambule, après le deuxième paragraphe, tout peuple souverain du Mali, en raison des importantes distorsions en matière de développement économique et social de la nation, s'engage à assurer un développement équitable de tous les citoyens. C'est-à-dire, après le deuxième paragraphe du préambule. L'article 2, c'est également une suggestion. La dernière phrase, toute discrimination fondée sur l'origine sociale, la race, le sexe, la religion et l'opinion politique, ainsi, ça c'est ma contribution, ainsi que toute propagande régionaliste susceptible de porter atteinte à la sécurité intérieure de l'État et à l'intégrité territoriale de la République sont prohibées. En effet, dans le projet qui nous avait été remis hier, à l'article 7, on avait bien écrit la liberté de la presse et la liberté de la création artistique sont reconnues. Dans le nouveau projet qu'on nous a remis aujourd'hui, l'article 7, on a simplement enlevé la liberté de la création artistique. Je voudrais savoir pour quelle raison. Parce que je ne saurais me contenter de la boutade qui nous dit « Oui, messieurs les artistes, votre préoccupation est prise en compte dans l'article 4 ». Parce que l'article 4, comme on dit, d'expression, la liberté d'expression est reconnue. Mais dites-moi, messieurs, est-ce que la presse est en dehors de la liberté d'expression? Si la création artistique est contenue dans ce mot-là,
de l'article 4. Est-ce qu'on peut me dire techniquement si la presse est en dehors de cette liberté d'expression contenue dans l'article 4? Article 14. Toute personne a droit à un environnement sain. La protection, la défense et la promotion de l'environnement sont un devoir pour tous et pour l'État. Ce point est si important qu'il serait bon qu'il soit beaucoup plus détaillé, exactement comme l'artiste vient de le dire. Et il y a la question de l'individu, mais je pense que l'activité devrait s'étendre au contrôle du secteur agricole par les différents types de pesticides qui sont peut-être utilisés par ignorance, et aussi que l'on voit un peu les usines et les autres réalisations qui se font ici, parce que la production de matériaux toxiques, ce n'est pas toujours de l'extérieur que ça vient. Il se peut que cela soit fait ici même, à partir de chez nous. Et le troisième élément, c'est aussi de voir dans les réalisations étatiques telles que les barrages, les routes, qui très souvent dévastent une grande partie des arbres dans certains secteurs, tels que la nouvelle route que l'on vient de faire Bamako-Bougouni. Et qu'est-ce qui a été fait en compensation? Là, l'État même se trouve un peu dans une action contre l'environnement. Je voudrais proposer un amendement à l'article 9 qui est ainsi conçu. Toute personne faisant l'objet d'une mesure privative de liberté a le droit de se faire examiner par un médecin de son choix. Alors je voudrais proposer la suppression des mots de son choix, à raison des difficultés que l'application de cet article pourrait connaître dans la pratique. Je pense par exemple au cas d'un individu qui serait détenu à Gao, à Sikasso ou à Kaï, qui voudrait invoquer la Constitution pour se faire examiner par un médecin de Bamako ou de France, alors que les autorités médicales de la place peuvent efficacement l'examiner et le traiter. Donc dans la pratique, ça risque de poser beaucoup de problèmes. Vu la situation socio-politique des veuves et des orphelins, nous voudrons avec la nouvelle constitution, la Troisième République, on essaye d'examiner le problème des veuves et des orphelins. Il y en a mondialement. À cet effet, nous demandons, à partir de l'article 14, 15, 16, jusqu'à 17, parce que j'en ai à parler. Article 15, la création des écoles, garderies des orphelins qui pourraient accueillir les autres enfants handicapés ou sains pour amener une égalité entre les enfants. Quant aux orphelins majeurs et aux autres enfants, aux jeunes filles, nous demandons la création pour intégrer au sein de la société et faciliter une bourse d'études aux orphelins majeurs afin d'apporter une justice sociale. Appel aux Maliens de l'extérieur qu'ils essayent d'organiser un colloque entre les orphelins maliens et ceux du monde entier pour un échange culturel. L'article 9, il est dit ici, toute personne faisant l'objet d'une mesure préventive de liberté a le droit de se faire examiner par un médecin de son choix. Là, je ne suis pas d'accord. Moi, je proposerais que cet article soit formulé de la façon suivante. Toute personne faisant l'objet d'une mesure préventive de liberté a le droit de se faire examiner par un médecin délégué par les services pénitentiaires. L'article 2, lorsqu'on nous dit à la deuxième phrase que toute discrimination fondée sur l'origine sociale, la race, le sexe, la religion et l'opinion politique est prohibée. Alors je suis d'accord, mais j'aurais voulu, c'est pas, comme dirait l'autre, faire un cahier de doléances, mais j'aurais voulu, il y a un monsieur qui était là, un invité d'honneur de votre conférence ou de notre conférence, mais savez-vous, monsieur le président, que après tout, il fallait à cet homme de sortir pour qu'à sa vue, l'on crache, l'on ferme les yeux sur lui. Et pourtant, il est homme comme vous, comme moi, c'est ça le filtre, c'est sa peau, c'est le manque de mélanine. Alors, j'aurais voulu, est-ce qu'on ne pourrait pas ajouter la race, la pigmentation? Est-ce qu'on ne peut pas ajouter ça, hein? Alors, ça se donne. Donc, c'est surtout, j'aurais voulu que les rapporteurs tiennent compte de ça, et là, je crois que le Mali qui se veut avoir une constitution modèle pour l'Afrique francophone sera un premier dans ce cas, parce que même dans certaines régions du Mali,
quand même, ces hommes que nous sommes sont souvent même objets de sacrifice. Et donc, lorsqu'encore dans l'article 1er, on dit que le droit de la personne est sacré et qu'on sacrifie des personnes encore, je me demande si la démocratie naissante ne va pas faire des laissés pour compte. Deuxième point de mon intervention, c'est le Haut Conseil des collectivités. Ngakuma Flana Memunka, le Haut Conseil des collectivités. Le Haut Conseil des collectivités est mouillé. Vous voyez, Anga Kafudo Mous Lembe, cercle, arrondissement, village, fraction. Nous, représentation de culture. Parce qu'un enfant, nous, nous sommes là, nous nous ka barake walsa au dugmisenu au cercle nous arrondissement au ka développer akabo beje bolokan ou le ka je ka barake abse ka tanye tukomi au baraka ke opma mayoro de siglembe no au conseil de collectivité au siglembe we mo sugandi ka blan au trodawni au dugmisenu ni au cercle nous arrondissement ko te fotuko shila na masra au conseil de collectivité là donc au conseil de collectivité ni kanga ke chambre mo mbesigi kabdo anga député sola donc ka député so kelen de do ka bo so kelen la ka député so ke so fly do re ka fola o député so flana o be ke sénégalais ka député soé ni ya fait ni ba fo ko sénégalais ka demene ka milla machite boma amero mali ko san anga ka fo ina fo sénégalais bu tafa jamana de bu to bu tafa ni ka milla we hakli aman ka mun bla nyebi anga ka mun bla nyebi jamana de bu se ka franyo ngachuni ka barake wasa jamana ka tanye modo ba fo ko ka député so sigi ko ke sénégalais o taye ne ka milla du ka miri politique miri do ndro wala ka fo e pse ka ke sababu yu bolo ka sénégalais o soro ka bla ko nga ne ka miri la danger ba filimu mbala o yemunye we ka sénégalais ni to tia ka bonyo na ye o ma sénégalais o de ma be ku nbuku yera maté o ma o tike député so la wa ko sénégalais o ka don ka fo ni député voté de ke o bi se ka sénégalais ta ka bla nga député so la nous d'aller au sénégalais la o bi se ka ke le député so de fana jamana kunkanko kuma bébé foyende sénégalais ou donc kunkanko kuma te fodé monsieur Diabaté il faut considérer le temps je vais clore parole s'il vous plaît je vais clore oui le député so mon besti no so clé jamana be kunkanko kuma be foyende sénégalais ou barakelaw to kamena muso demsenu o kuma sénégalais ko anga ke yende o manka bla ko na so tana merci Manassa Danyoko, Jean-Djigui Keïta se prépare. Merci, monsieur le rapporteur général. Moi, ça paraît une intervention spéciale dans la mesure où j'étais la présidente de la commission constitution, de la commission préparatoire. Nous avons estimé au niveau de cette sous-commission que certaines notions sont apparues dans la Constitution et qu'on avait dit que ça venait de la commission préparatoire, alors que ce n'était pas des notions qui avaient été retenues par la commission préparatoire pour des raisons que je vais vous expliquer. Nous avions à la commission préparatoire reçu une première mouture de la Constitution qui définissait, c'est à propos précisément de la Haute Cour de justice, qui disait que le président de la République n'était responsable des crimes et délits que lorsqu'il était reconnu coupable de haute trahison. En ce moment-là, à partir du moment où le président n'était pas reconnu coupable de haute trahison, tous les crimes et délits qu'il aurait commis dans l'exercice de ses fonctions ne seraient pas punissables. Au niveau de la commission préparatoire, nous avons pensé que c'était trop dangereux parce que ce texte non plus ne donnait pas la définition de la haute trahison. On ne savait pas ce que c'était. On a donc décidé au niveau de la sous-commission préparatoire qu'il fallait tout purement et simplement supprimer la Haute Cour de justice parce qu'elle constituait une juridiction d'exception qui ne définissait pas non plus de manière très très claire les conditions dans lesquelles on pourrait juger le président de la République, alors qu'en ce moment, nous avons des cas du genre à juger au niveau du Mali.
Et nous avons dit dans la mouture qui a été donnée au CTSP, nous avons formulé un article qui était l'article 86, qui disait que toute juridiction d'exception au Mali était désormais proscrite et qu'il fallait que les crimes et délits commis dans l'exercice de la fonction du président et de ses ministres soient passibles des juridictions de droit commun. Quand nous avons reçu la mouture à la conférence préparatoire, nous avons vu qu'il était dit qu'il devait être jugé par la Cour suprême, ce qui était tout à fait une autre disposition qui n'avait rien à voir d'abord avec le contexte actuel. J'explique toujours. Quand il a s'agit des événements du 26 mars, là, il y a eu à la suite un acte fondamental. Dans cet acte fondamental, il n'a jamais été question d'une haute cour de justice. Ce qui a permis au ministère de la Justice de faire bénéficier aux dignitaires des prescriptions des articles 574 et autres qui justifient et disposent du privilège de juridiction. En sorte, la Cour suprême a été chargée de l'instruction de cette affaire-là et au bout des instructions, les dossiers, une fois terminés, c'est le premier président de la Cour suprême dans ce raisonnement qui devrait nommer un conseiller de la Cour suprême qui présidera la Cour d'assises et non pas la Cour suprême, qui va présider la Cour d'assises en tant que juridiction de droit commun et ils vont répondre de leurs crimes et délits. Nous avons donc expliqué dans cet ordre d'idée que la juridiction d'exception par expérience, la Cour spéciale par exemple, même avec les pays où nous avons signé des conventions, les décisions n'ont jamais été exécutées parce qu'on a dit que ce sont des décisions des juridictions d'exception. Nous avons donc dit qu'il ne faut pas créer alors une haute cour de justice avec une définition aussi équivoque pour nous amener devant le fait alors d'avoir des jugements qui ne seraient pas exécutables. Premier argument. Mais la haute cour présentée dans la dernière mouture de la Constitution, une fois la Constitution adoptée, va s'imposer parce que l'acte fondamental va tomber. Et ce serait donc cette haute cour de justice normalement qui devrait juger ceux qui sont poursuivis pour ce moment. Et nous nous demandons à ce que, si on doit maintenir la haute cour de justice alors, comme conçu en ce moment, qu'on prévoit une disposition transitoire pour régler la situation présente. Sinon les affaires ne seront jamais jugées parce qu'on nous dira d'un bout à l'autre de la procédure, les avocats sont là, ils vont le dire, c'est des questions préjudicielles, les juridictions sont incompétentes, il y a une constitution qui crée une haute cour de justice, il n'y a pas de raison que les juridictions de droit commun les jugent. À partir de ce moment-là, si les juges se hasardent à rendre des décisions, ça va être des décisions qui ne seront pas non plus exécutées parce que nous allons nous trouver avec des décisions de juridiction d'exception, encore que la définition actuelle ne parle même pas du crime de haute trahison. On fait comme si la haute cour de justice était une juridiction de droit commun. Je récapitule en disant donc que nous ne sommes pas au niveau de cette commission préparatoire, nous tenons à ce que la haute cour de justice, si elle doit être maintenue, qu'on y porte des garde-fous. On prévoit une disposition transitoire pour dire dans quelles conditions les juridictions de droit commun seront compétentes pour juger les dignitaires en ce moment poursuivis. Sinon, vous engagerez des responsabilités terribles. C'est cette mise au point que nous avions à faire. Jean-Digui Keïta, Younous Ahmed Diko se prépare. Monsieur le Président, ma préoccupation a trait au problème de la décentralisation et la participation des populations à leur développement économique, social et culturel. Je crois que un des objectifs en tout cas fondamentaux de la démocratie est d'amener les communautés à gérer elles-mêmes leur propre développement économique. C'est sur cette base que je veux faire des propositions au titre 10 et 11. La première proposition concerne la région économique. Je crois que le Mali, déjà depuis 1960, avait créé des régions économiques dans le but d'amener un peu plus de décentralisation et d'autonomie de gestion de ces entités administratives. Et il est certain que nous devons analyser encore ces régions. Bon, elles n'ont pas fonctionné en réalité comme
et on devait s'y attendre parce que d'autres problèmes plus importants certainement ont détourné l'attention. Mais dans certaines régions comme la région de Gao, il y avait même eu des embryons d'assemblée régionale. Alors c'est sur cette base que je vais donc faire des propositions. Et je vais faire des propositions disons même de libeller des titres 11, des titres 10 et 11. Elles vont se situer de la façon suivante. Je propose le titre 10 de dire des collectivités territoriales autonomes. Et l'article 86 serait libellé de la façon suivante. La région économique constitue la collectivité territoriale fondamentale. Elle jouit d'une autonomie de gestion économique et sociale dans les conditions fixées par la loi. Je préfère que l'on maintienne pour le moment cette formulation parce que notre conférence a désigné une sous-commission pour traiter des problèmes du Nord. Alors nous avons vu, il n'y a pas de vase communicant évidemment malheureusement entre les commissions, sauf à travers les journaux. Nous avons lu, j'ai lu en particulier dans un journal, que cette commission avait été tombée d'accord sur un certain nombre de points, concernant même jusqu'à certaines formes d'autonomie dans la matière judiciaire. Bon, mais si la conférence venait à adopter les conclusions de cette sous-commission, je pense qu'on peut définir l'autonomie de la région en fonction de cet accord, de ce que la conférence va adopter, pour que toutes les régions de la République puissent jouir d'un certain degré d'autonomie. Ça, ce sera fixé, mais pour le moment, on peut dire que c'est fixé par la loi, pour éviter des particularismes trop visibles. Bon, ensuite, donc, l'article 87 serait libellé de la façon suivante. D'autres collectivités territoriales comme les cercles, les arrondissements, les communes, les villages et les fractions nomades sont créées par la loi sur proposition des autorités régionales. Alors, Monsieur le Président, je propose vraiment que l'on donne une bonne définition dans cette constitution de la région et que la région puisse servir de point de départ. Encore une fois, l'autonomie qu'on pourra donner à la région dépendra évidemment d'autres facteurs qui peuvent être déterminés par la loi ou alors des résultats auxquels la conférence va aboutir. Mon autre intervention concerne le Haut Conseil des collectivités. Pour être fidèle à moi-même, je propose du Haut Conseil des collectivités autonomes. Et là, je n'ai pas beaucoup de remarques à faire, seulement à l'article 90, deuxième alinéa, on dit une loi organique fixe le nombre des conseillers nationaux. Alors je propose qu'on ajoute sur la base d'un nombre égal de conseillers par région, point virgule, leur indemnité, etc. Ceci parce que d'autres orateurs avant moi ont dit qu'il serait bon, dans une des instances en tout cas, que la représentativité ne soit pas seulement liée au nombre comme à l'Assemblée nationale, mais que la représentativité puisse se faire sur une base territoriale. Cela existe dans d'autres pays où, si vous prenez l'exemple des États-Unis, il y a, je sais pas combien, il y a une cinquantaine d'États, mais l'État de Californie qui a 36 millions d'habitants a 2 sénateurs, l'État du Vermont qui en a à peu près 500 000 seulement en a aussi 2. Alors donc je propose quand même que l'on fasse dans une des représentations cette équité territoriale. Monsieur Keita, s'il vous plaît, si vous pouvez bien tenir compte du temps. Oui, d'accord, j'ai fini, Monsieur le Président. L'article numéro 91, je propose, les Maliens établis à l'extérieur sont représentés au Haut Conseil des collectivités. Je propose d'ajouter, le nombre de conseillers pour les Maliens de l'extérieur sera égal au nombre donné à une région. Parce qu'il faut fixer quand même un quota à l'Assemblée nationale qui était basé sur le nombre, on a dit 10%, mais comme je propose que les régions soient à égalité, donc que les Maliens soient représentés par le nombre d'une région. J'avais un autre article sur une autre remarque sur la révision, mais je crois que quelqu'un l'a déjà dit, je vous remercie.
Younousa Diko, Chaka Djarasouba se prépare. Merci, Monsieur le Président. Ma première remarque concerne le pouvoir judiciaire. J'appuie totalement les propositions faites par Maître Diabaté. Et je crois que ici le pouvoir judiciaire se réduit au pouvoir de la Cour suprême. Et je crois que si la loi a été violée depuis plus de 30 ans, c'était bien avec la Cour suprême et que maintenant il faut mettre des garde-fous. Tous les pouvoirs sont concentrés au niveau de cette Cour et je crois qu'il est nécessaire aujourd'hui que l'on institue une Cour constitutionnelle pour diversifier les centres de décision en matière de démocratie. Je ne voudrais donc pas insister davantage. Ma deuxième intervention concerne les collectivités territoriales. Pour quelqu'un qui n'est pas spécialiste de la question, on dit que les collectivités territoriales, en article 86, sont créées et administrées dans les conditions définies par la loi, mais on ne sait absolument pas ce que c'est qu'une collectivité territoriale. C'est pour cela que je pense que dans cet article, on aurait pu définir au moins ce que c'est qu'une collectivité territoriale. Et je proposerai, dans un premier alinéa, que les collectivités territoriales de la République du Mali sont les villages et fractions, les communes, les arrondissements, les cercles et les régions. Deuxième alinéa de l'article 86, les collectivités territoriales sont créées dans les conditions définies par la loi. Et en article 87, on parlera de l'administration, parce que on parle de l'administration dans l'article 87, alors qu'on en parle aussi en 86, ce n'est pas utile. Donc je considère que le premier article sera réservé à la définition et à la création, et le deuxième article 86 dirait plutôt que les collectivités territoriales s'administrent librement par des conseils élus et dans des conditions fixées par la loi. Maintenant, Monsieur le Président, je voudrais introduire une autre question. Jusqu'à présent, aucun effort de l'État en matière d'investissement n'est vraiment connu au niveau des régions. Ou en tout cas, s'il y a des efforts, ils sont toujours extérieurs. Et je crois qu'un État qui se respecte est un État qui prévoit dans son budget une ligne pour le développement des régions. Et chacun sait aujourd'hui que des problèmes se posent, notamment dans le nord. Et ces grands problèmes qui se posent sont d'ordre essentiellement de développement. Rien n'est prévu pour aider les régions à supprimer leur déséquilibre. Et c'est pour cela que nous pensons qu'à notre niveau, nous devrions proposer à la conférence nationale de prévoir un acte de solidarité qui permettrait à l'État malien de créer un fonds qui pourrait être réparti par l'Assemblée nationale entre les différentes régions pour rattraper les déséquilibres de développement. Et c'est la raison pour laquelle nous proposerions l'article suivant, qui serait le troisième article des collectivités territoriales, afin de corriger les déséquilibres interrégionaux et rendre effectif le principe de solidarité. On constituera un fonds de compensation destiné aux frais d'investissement dont les ressources seront réparties par l'Assemblée nationale entre les collectivités territoriales. Afin de corriger les déséquilibres interrégionaux et rendre effectif le principe de solidarité, on constituera un fonds de compensation destiné aux frais d'investissement dont les ressources seront réparties par l'Assemblée nationale entre les collectivités territoriales. Concernant le Haut Conseil des collectivités, nous pensons que les attributions sont très vagues. Le Haut Conseil des collectivités a été conçu pour permettre aux régions
aux collectivités territoriales de participer directement à leur propre gestion. Et ici, en fait, il n'y a aucune notion de gestion dans les attributions qui lui sont données. Monsieur Diko, s'il vous plaît, le temps de parole, il faut le considérer et nous donner des propositions concrètes. Oui. La gestion des terres et le parcours pastoraux. Nous voudrions donc qu'il soit ajouté à leurs attributions la gestion des terres et les parcours pastoraux. Bien. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Diko. Cheikh Kadjara Souba, maître Dr Mariam Maïga se prépare. Merci, Monsieur le Président. Titre 12. J'abonde dans l'idée de ceux qui proposent la création d'un conseil économique, social, culturel et scientifique. Proposition concrète, article 95, dernier alinéa, il participe à toute commission d'intérêt national à caractère scientifique, social. Il participe à toute commission d'intérêt national à caractère économique, social, culturel, scientifique et technologique. Article 109. Le Conseil économique et social est obligatoirement consulté sur tout projet de loi de finances, tout projet de plan ou de programme économique et social, ainsi que sur toute disposition législative à caractère fiscal, économique, social, culturel, scientifique et technologique. Article 109. Article 100, oui. Vous êtes dans des dispositions. Oui, ça c'est article 97. Article 97. L'autre c'était article 95. Est-ce que vous vous retrouvez? Article 95, dernier alinéa. Il participe à toute commission d'intérêt national à caractère scientifique, économique, social, culturel, scientifique et technologique. Il s'agit de donner une mouture d'articles aux propositions de ceux qui ont dit que le Conseil économique et social doit revêtir d'autres missions que les missions purement traditionnelles qui risquent de bloquer notre économie nationale. Article 97, je l'ai déjà dit. Article 98, dernier alinéa. Il reçoit une ampliation des lois, ordonnances et décrets dès leur promulgation. Il suit l'exécution des décisions du gouvernement relatives à l'organisation économique, sociale et culturelle, ainsi qu'à la mise en œuvre de la stratégie nationale du développement scientifique et technologique. Article 111. Sont membres du Conseil économique et social à partir du moment où l'article 95 donne un caractère culturel au Conseil économique et social. Je ne vois pas pourquoi les hommes de culture ne seront pas représentés, parce que il est dit que sont membres du Conseil économique et social les représentants des syndicats, des associations, des groupements socio-professionnels élus par leur association ou groupement d'origine, les cadres supérieurs de l'État dans le domaine économique et social, les représentants des collectivités locales désignés par leur pairs. J'ajoute les associations à caractère culturel et j'ajoute encore les représentants de la communauté scientifique. Il s'agit justement de briser le rôle traditionnel de la communauté économique et de la communauté de la commission sociale et économique, dans la mesure où jusqu'ici se retrouvent les syndicats des importateurs qui n'ont pas une influence décisive sur l'économie nationale. Il n'y a pas d'évolution d'État moderne sans l'association des représentants de la communauté scientifique et des entrepreneurs qui ont le souci de développer l'économie nationale et de créer une économie d'exportation dont la satisfaction des besoins internes aussi doivent être la priorité. Monsieur le Président, vous avez dit
de transformer une hypothèse scientifique en découverte, on ne peut pas transformer une hypothèse scientifique en découverte scientifique quand la communauté culturelle est en dehors du secteur du procès de production. Je vous remercie. Merci, M. Gara. Docteur Mariam Maïga. Monsieur le Président, est-ce que je peux avoir une motion? Motion acceptée, s'il vous plaît. Voilà. Je vous remercie. Monsieur le Président, encore une fois, j'interviens pour le Conseil économique et social. Je voudrais dire à nos amis de la culture et des arts que nous comprenons et respectons toutes leurs aspirations qui sont légitimes. Nous voulons aussi aller un peu plus loin pour que nous parlions le même langage. Si nous prenons le cas de M. Souleymane Cissé, il y a les films Cissé. Les films Cissé, c'est une entreprise. Donc, en tant qu'entreprise, c'est un opérateur économique. Il répond parfaitement aux critères d'un conseil économique et social, mais seulement il viendra, si son groupement le désigne, on ne parlera que de la rentabilité et du domaine législatif et économique de son secteur. Je pense que là, la clarification elle est bonne pour qu'on ne nous amène pas sur un terrain glissant. On ne prévoit que 2 sessions de 15 jours par an pour le Conseil économique et social. Ces 2 sessions ne sont certainement pas suffisantes pour régler la mission fondamentale du Conseil économique et social. Je vous remercie bien, Président. S'il vous plaît, nous passons à l'intervenant suivant. Je pense qu'on ne va pas ouvrir un débat sur ce cas spécial. Non, excusez-moi, Monsieur le Président, ce n'est pas un débat. Non, si c'est vraiment, je vous passerai la parole après certainement, mais je pense que vous mieux n'est pas... Non, puisqu'il a intervenu directement, il vaut mieux quand même, comme mon nom a été cité, donner des éclaircissements. Docteur Mariam Maïga. C'est pas la peine vraiment. Hein? C'est pas la peine vraiment, nous avons compris. Oui, parce que nous... Excusez-moi, Monsieur le Président, tout simplement, je voudrais dire que le problème de la culture, je pense que notre économie ne peut plus aller sans notre culture. Et c'est une réalité, Monsieur le Président, parce que l'échec des 30 années, c'est dû à l'abandon de notre culture. Et il est clair que dans ce comité, ce haut conseil, si les économistes ou les opérateurs ne veulent pas accepter la culture telle que, en ce moment il faut créer un haut conseil de la culture et de la science. Sinon on ne va pas s'en sortir, parce que les propos que les opérateurs économiques tiennent, moi je pense qu'on peut très bien coopérer ensemble, parce que un opérateur culturel, c'est un opérateur aussi économique, parce que demain, le Mali a appelé à exporter sa culture. Et je pense, quels que soient les problèmes, si la culture est bien faite, il y aura toujours des demandeurs. C'est tout ce que je voulais dire. Merci. Une motion d'information. Une motion d'information. S'il vous plaît. Les membres du sous-groupe Jeunesse en place sont priés de se rendre au côté nord-ouest de la salle pour finaliser les débats. Merci, monsieur. L'expert, s'il vous plaît. Docteur Mariam Maïga. Merci, Monsieur le Président. Bougoussé Doumbia se prépare. Mon intervention est en rapport avec le titre 9, le titre 10 et le titre 11. Le titre 10 concernant les collectivités territoriales et le titre 11 concernant le Haut Conseil des collectivités. Je suis d'accord avec un de mes prédécesseurs qui a intervenu pour donner une définition de collectivité territoriale, parce que c'est très important. Et à ce sujet, je suis médecin, je ne suis pas un homme de droit, mais je pense que je peux me permettre de donner une définition qui peut rentrer dans le cadre de nos préoccupations. En matière, une collectivité territoriale. Donc, comme collectivité territoriale, une collectivité territoriale est en même temps une collectivité locale.
Et c'est une entité géographique déterminée à laquelle l'État consentit un transfert de compétences. Elle jouit de la personnalité juridique, de l'autonomie financière et se justifie par l'existence d'une affaire locale. Cette définition s'applique uniquement à la commune pour le moment. Mais compte tenu de la hiérarchisation de l'administration, le niveau village, le niveau fraction, le niveau secteur de développement, le niveau cercle, on peut reformuler pour adapter à nos réalités locales. Cette personnalité juridique, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie uniquement qu'il y a la possibilité d'aller à la justice au niveau des collectivités. Bon. Pourquoi ce problème se pose? Parce que j'ai l'impression qu'il y a un flou au niveau de ce concept de collectivité territoriale. Il y en a qui ont proposé collectivité territoriale, il y en a qui ont proposé collectivité autonome. Je pense qu'il y a lieu de faire très attention parce que la notion de territoire ne se pose pas au Mali. Toutes les collectivités bénéficient du territoire malien. Donc je pense que c'est un aspect qui est très important. Et pour une notion d'équité et de justice sociale, il serait bon de retenir la notion de collectivité territoriale autonome. Cette notion de collectivité territoriale autonome rentre vraiment dans les préoccupations de tout un chacun. Pourquoi? Parce que, et il faut comprendre autonomie dans le sens de développement et de désenclavement. Si vous prenez par exemple la région de Caille, toute la zone en dehors de la capitale régionale et certains arrondissements et cercles, mais il n'y a rien. Au plan économique, au plan socio-culturel, il n'y a rien. Les arrondissements, il n'y a pas de formation sanitaire, il n'y a même pas de personnel médical. Il n'y a rien. Si vous prenez la région de Koulikoro par exemple, vous allez par exemple à Niamina. À Niamina, il n'y a rien, aucune formation sanitaire adéquate, appropriée. Pourtant, Koulikoro est à 60 km de la capitale régionale. Hein? Il n'y a même pas une pharmacie. Donc je pense que c'est un problème très important. Au plan de l'économie, certaines régions ont bénéficié dans le temps, dans l'ancien régime, de fonds importants pour être investis dans les régions. Mais la gestion a été de telle façon que ces régions n'ont pas bénéficié comme il faut des ressources qui leur ont été attribuées. Donc je pense que c'est un aspect qui est vraiment important et à laquelle il faut une attention particulière. Donc au titre 10, moi je suggère que l'on mette collectivité territoriale autonome. Au niveau du titre 11, je suggère que l'on mette au Conseil des collectivités territoriales autonomes. Maître, est-ce que docteur c'est tout ou bien... Donc, c'est cette proposition que j'ai eu à faire. Et je pense que pour plus d'équité et de justice sociale, je pense que c'est un problème qui est important. Le problème jusqu'à présent, je reviens là-dessus, le problème des territoires ne se pose pas au Mali. Il ne faut pas qu'on se laisse vraiment embobiner par certains concepts qui vont à l'encontre de notre intégrité territoriale, qui vont à l'encontre vraiment de l'unité nationale. Je vous remercie. Bouguissé Doumbia est le dernier intervenant. Oui, s'il vous plaît. Monsieur Hydra. Bouguissé Doumbia. Oui, il y a une motion de M. Hydra, s'il vous plaît. Excusez-moi, Monsieur le Président, j'avais demandé à intervenir, il me dit que c'est le dernier orateur, c'est tout. Vous n'étiez pas inscrit. Non, vous n'étiez pas inscrit au moment où on a fait la liste, vous n'étiez pas. Mais M. Hydra. Sinon, nous sommes assaillis de demandes d'intervention par petit. Si vous avez un point d'information important pour nous éclairer, nous pourrons vous donner la parole après le dernier. Oui, Monsieur le Président, après l'orateur qui a été appelé, je suis prêt à parler. Il n'y a pas de problème. Merci. Merci, Monsieur le Président. Aïwa, ne ka kuma fɔlɔ bɛ mun kan n'a kɛra kuma min na sisan n'o ye cikɛlaw ka so ko ye
ayiwa n ka kuma dɔ bɔ o kan n hakili la ni a fɔra ko ka so dilan anw ye a bɛ diya anw ye kosɛbɛ nka anw ka kuma ye mun ye an ka hɛrɛ bɛ min kɔnɔ o ka ɲini an ye parce que ni sow tilara hali n'anw ta so dira anw ma n'anw ye mɔgɔ bila o kɔnɔ n'o ma taa anw miiri n'an fɛ a bɛ fɔ ko so dira an ma parce que i bɛ mɔgɔ caman ta bi ka kɛ i ɲɛkala yɛlɛ ye ja hami wɛrɛ b'o la ni o ni e ta hami tɛ kelen ye o bɛ an kɔnɔna fili parce que n'i ye danaya da min kan bi ka bila i ɲɛ n'o sera ɲɛmɔgɔw ma o ta ye a b'i sɛgɛsɛgɛ ka ɲɛmɔgɔya sɔrɔ cogoya min na a bɛ ɲinɛ a cibagaw kɔ n'a o ma jɛ ko ɲuman ba nka ne miiri la hali n'a kɛra soba kelen ye mɔgɔ minnu b'i hakili to an na olu ka kɛ so kelen in kɔnɔ n'o kɛra so kelen in kɔnɔ so kelen in mana bɛn fɛn o fɛn kan o tɛna dogo an na an fana ninya yɔrɔ na kɛ an b'a ɲini fɛn o fɛn n'a bɛ latigɛ an ninya yɔrɔw ka k'a la n'o y'an cikɛlaw ye o de ka d'an ye parce que fanga fɔlɔfɔlɔ minnu tɛmɛna kuma juman tun b'u da bi fɛn fɛn mana wuli ko cikɛlaw an ka cikɛlaw dɛmɛ an ka cikɛlaw dɛmɛ fɛn fɛn mana wuli k'an ka cikɛlaw dɛmɛ mais an t'a yɔrɔ ye la u ye fɔ ko ɲuman na gosi a ma to a ma n'o tɛ n'a tora a ma a ka ɲi ayiwa i komi kuma dɔw tɛmɛna n'o ye perezidan ko ɲɛw ye ayiwa dɔw ko n'i ye san 10 sɔrɔ ni i ka sɛbɛn bɛɛ b'i bolo k'i bɛ se k'a sɔrɔ san 10 tɛ mɔgɔ kɛ dugulen ye yɔrɔ la dɛ san 10 wele san 50 tɛ mɔgɔ kɛ dugulen yɔrɔ la fo n'a y'a sɔrɔ kalanbagaw banna an ka Mali kɔnɔ ni kodɔnna banna an ka Mali kɔnɔ an bɛ se k'o ta nka Ala k'an kisi o ma kodɔnna tɛ se ka ban anw ka Mali kɔnɔ n'i y'i yɛrɛ nationaliser i den ka wolo yan ka mɔ yan ka école kɛ yan ka fɛn bɛɛ kɛ yan o bɛ se ka ta parce que o ye maliyɛn de ayiwa n fana tun b'o yɔrɔ fɔ ayiwa fɛn min fana ye perezidan ka kalili ye cɛkɔrɔba u kana da kalili dama ma dɛ cɛkɔrɔba hakɛ to non cɛkɔrɔba i bɛ yafa n ma an y'o fɔ ka ban o i ye fɛn o fɛn fɔ an y'a bɛɛ jateminɛ a bɛɛ sɛbɛnna ka ban a bɛɛ sɛbɛnna nka a kana da kelili ma min bɛ ni awa n ye n keli ni n ye nin kɛ a kɛ nin kɛ n na o kɛ fara a kan dɛ n'o tɛ ni n ye n keli i de m'a fɔ ni n ye n keli a kɛ nin kɛ n na o ma da a kan a n'a kɛ dɛ cɛkɔrɔba Ala sɔn a sɔn voilà c'est votre tour de aller si on continue comme ça on a fini s'il vous plaît professeur Monsieur le Président, je vous remercie beaucoup. Je serai très bref. Je voudrais m'associer à la proposition qui a été faite par Dr Maïga, à savoir qu'on propose à la plénière d'ajouter le mot autonome sur le titre 10 et arriver à l'intitulé suivant, collectivité territoriale autonome. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Je pense que la démocratie que nous sommes en train d'installer maintenant au Mali ne doit pas se limiter aux seuls aspects institutionnels, ce qui est important. Nous sommes en train de le faire. Les lois sont en train de se préparer, les partis existent. Mais aussi sur le plan de la pratique politique, les partis sont là. Mais il faut aller plus loin. Il y a la démocratie participative. Il faut donner aux populations locales la possibilité
de gérer démocratiquement elles-mêmes leurs affaires locales. Il s'agit d'organiser l'exercice du pouvoir interne de telle sorte que cela soit possible, étant entendu que le principe de l'unité nationale, de l'intégrité territoriale est affirmé et que l'existence des collectivités territoriales autonomes devra respecter les prérogatives de souveraineté nationale qui relèvent de l'État. Si on accepte cela, il y aura, Monsieur le Président, à revoir l'article 45, dans lequel il est prévu que le gouvernement continuera de nommer des gouverneurs. Si les collectivités territoriales élisent elles-mêmes leurs représentants, organisent leur assemblée pour régler leurs problèmes sur le plan économique et social localement, bien sûr l'État devra être représenté par un commissaire de type commissaire de la République, mais le gouvernement ne pourra plus continuer à nommer des gouverneurs comme on le fait maintenant. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie, Monsieur le Président. Moi, je voudrais intervenir sur l'article 111 de l'avant-projet. Il est dit dans cet article, article 111, jusqu'à la mise en place des institutions, le comité de transition pour le salut du peuple et le gouvernement continue d'agir et prendre des mesures nécessaires au fonctionnement du pouvoir public, à la vie de la nation, à la protection des citoyens et à la sauvegarde des libertés. Je voudrais ajouter par là le bon fonctionnement. Bon, ça c'est un point. Secondo, à cause de l'importance de cet article, je voudrais m'exprimer en bambara pour que cela soit à la portée de tous la moitié des conférenciers. Non, c'est direct maintenant. Hein? Elle est simultanée. La traduction, elle est simultanée. C'est déjà fait. S'il vous plaît, c'est simultané. Ah bon? Ce n'est plus nécessaire. Monsieur Bokoum. Non, mais je n'ai pas fini. Oui. Terminé. Monsieur Bokoum, s'il vous plaît. Voilà, Monsieur le Président, c'est pour attirer l'attention pas fini. C'est pour attirer l'attention des experts sur les membres du Conseil économique et social. Les membres du Conseil économique et social sont protégés en ce sens que on dit qu'aucun membre du Conseil économique et social ne peut être poursuivi, recherché ou jugé pour des opinions émises par lui lors des séances du Conseil. Et je vois que si je devais être candidat par exemple au Conseil des collectivités, je ne suis pas protégé. Alors donc les membres du Conseil des collectivités ne sont pas protégés. C'est pour attirer l'attention chez les experts. Oui, Monsieur Koïta. Oui, merci. Monsieur le Président, ce n'est pas pour discuter de quelque chose, c'est tout simplement pour donner une information au Conseil. C'est-à-dire qu'il est prévu ici dans l'article 109, la présente constitution sera soumise au référendum dans un délai de 30 jours. Je crains que ce délai ne puisse être respecté. Voilà pourquoi. Bon, le référendum suppose quand même qu'il y a un certain nombre d'opérations avant d'arriver au référendum. En ce moment, nous sommes en train de faire le recensement administratif dans la circonscription où tous les papiers ont été brûlés. Donc on reprend. Ce recensement administratif ne durera pas moins d'un mois à compter d'aujourd'hui. Si cela doit durer un mois, et encore ça pourra aller plus loin parce que nous avons des difficultés dans ce recensement-là. Il y a des gens qui refusent de se faire recenser. Bon, il y a ensuite l'établissement des listes électorales. Il est prévu dans les textes 1 mois et demi. Ce qui fait déjà 2 mois et demi. En supposant qu'on fasse moins d'un mois et demi, supposant même qu'on fasse 15 jours. Encore que je ne crois pas à ça, parce que quand il y aura les commissions, tous les partis seront là, et chacun des partis voudra que son électeur soit recensé, et quelquefois on va se reporter au cahier de recensement, etc. Ça va être difficile. Donc c'est pour vous dire que même là, il faudrait compter 1 mois, ça fait 2 mois. Bon, si après il faut une campagne référendaire, en supposant qu'il y ait une campagne référendaire, si elle prend 15 jours, ça fait déjà 2 mois et demi. Tout simplement, c'est pour dire que il faut faire attention au délai d'1 mois qui est pratiquement impossible. Et ensuite, je profite de cette occasion pour demander vraiment à tous ceux qui sont là, les chefs de parti, etc., qu'ils nous aident dans les recensements. Ils disent à leurs électeurs d'aller se recenser
Parce que sinon, au moment d'établir les listes électorales, ça va être encore des coups de poing. Bon, très bien, monsieur. Nous voulons surtout des points d'information qui peuvent nous éclairer, parce qu'il faut qu'on aille vite. Je vous en prie, monsieur. Merci, monsieur le président. Moi, je voudrais intervenir sur l'article 109. Le délai de 30 jours est à prendre avec beaucoup de réserve, dans la mesure où les régions du Nord, et particulièrement la région de Tombouctou, connaissent une insécurité totale qui ne permet pas d'organiser un référendum dans 30 jours. Ensuite, l'article 110, alinéa 3. Tout coup d'État ou tout putsch est un crime imprescriptible contre le peuple malien. Il faut ajouter aussi toute revendication armée est un crime imprescriptible contre le peuple malien. Toute revendication armée. Ah bon, je pensais que c'était toutes les revendications, quoi, de toute forme. Oui, toute rébellion armée est un crime contre le peuple malien. Merci. Je vous en prie. Merci, monsieur le président. Je lis ici dans le titre des dispositions finales là, la législation. Le son, s'il vous plaît. Je lis ici dans le titre des dispositions finales, la législation en vigueur demeure valable dans les mesures où elle n'est pas contraire jusqu'à la fin là, de l'article. Bon, je vais poser une question aux experts. Je vais demander si, est-ce que ça veut dire que notre constitution actuelle là, tient en compte même les conventions qui ont été signées par les colonisateurs depuis pendant les années 45. Si cela est vraiment, je demande à la conférence d'annuler ces conventions. Bon, monsieur, très bien, merci. S'il vous plaît. Oui, moi je trouve que le premier point très important, c'est-à-dire sur lequel j'attirais l'attention de l'Assemblée. Soyez bref, s'il vous plaît. Oui, c'est le coût des institutions que nous sommes en train de mettre en place. Généralement, quand on fait de grands projets, on oublie que ces projets-là, il faut fondamentalement de l'argent ou des moyens matériels et financiers pour les faire marcher. On est en train de vouloir surcharger la constitution d'institutions en tout genre. Je dis qu'il y a un danger. Quelqu'un a fait ici un exercice très intellectuel et il faut le saluer pour montrer qu'en mettant des délais, des échéances démocratiques, qu'on risque de sortir de la date par exemple du 20 janvier. Ça c'est un exercice. Il aurait fallu aussi faire un autre exercice pour savoir est-ce que l'ensemble des institutions que nous sommes en train de mettre en place, ces éléments qui seront là, nous avons les moyens financiers pour effectivement mettre en place ces institutions, ou encore nous allons tendre la main aux gens en disant que nous n'avons pas les moyens de payer les conseillers, les ceci et cela que nous avons mis en place. Je dis c'est un problème très important auquel nous devrons réfléchir. Mon deuxième souci est le fait que les conseils économiques et sociaux et ainsi de suite qui seront là pour des avis consultatifs et ceci et cela, on peut bien en faire des sections d'études techniques pour le Haut Conseil qui notamment devrait quand même réfléchir sur toutes les questions qui concernent les populations. Et je dis que c'est là réellement que nous donnerons le pouvoir à la majorité du monde rural chez nous. Ils devront être à côté de ces gens qui seront les élus, des élus en tout cas plus ou moins, enfin au suffrage indirect c'est pas important, mais c'est également des représentants de la population pour s'occuper de toutes les questions d'intérêt national. Ça, c'est une proposition à ce niveau. Et d'autre part, on a proposé ici le terme autonome sur ces collectivités. Je dis que si l'autonomie doit être de fait, il faudrait surtout le consacrer dans les textes en disant que voici leur domaine de compétence. Ce n'est pas le terme autonomie qui risque effectivement de nous amener dans un conflit d'interprétation sur lequel il faut se battre ici. C'est sur le contenu réel qu'on donne, n'est-ce pas, les prérogatives qui sont attribuées à ces collectivités qu'il faudrait définir certainement dans les textes au lieu de se battre sur le terme qui peut être interprété dangereusement et de façon différente. Donc, en dernier lieu, je dirais que actuellement, la procédure adoptée pour la révision constitutionnelle... S'il vous plaît, soyez très bref. C'est le dernier point. Je dis la procédure adoptée pour la révision constitutionnelle est très rigide. Il faudrait y penser parce que notre constitution telle qu'elle est, c'est dans la précipitation que nous nous sommes mis d'accord sur les points.
il faudrait songer au fait qu'il faudrait le recorriger immédiatement quand il s'avérera non opérationnel à un certain niveau. Donc c'est quand on le rendra parfait qu'on pourra le rendre rigide à la révision. Merci. Bon, je voudrais quand même, à l'intention des intervenants, ceux qui n'ont pas pu faire passer leurs problèmes à la commission, ceux qui n'ont pas pu faire passer leurs problèmes à la commission, ils peuvent garder la réserve. Nous voulons vraiment des points d'information qui permettent de nous éclairer. Mais nous avons remarqué qu'on entame des querelles d'école qui nous obscurcissent encore de plus. Ça ne va pas. Donc nous souhaitons vraiment que vous soyez bref, des points d'information qui peuvent nous aider et nous éclairer. Bien sûr. Voilà. Oui, bien sûr. Moi, je vais intervenir sur un point d'information. Parce que j'ai vraiment l'impression qu'on est en train de bâcler les choses. Et je le dis vraiment très sincèrement. Par rapport à l'article 99, la composition du Conseil économique et social, tout le monde reconnaît l'apport des Maliens de l'extérieur au développement économique du pays. Tout le monde reconnaît l'apport des Maliens de l'extérieur au développement de leur région. Tout le monde reconnaît les transferts de fonds opérés par les Maliens de l'extérieur vers le pays. Moi, je pense que c'est un secteur qui doit être organisé, qui doit être coordonné et structuré. De ce fait, je pense que les Maliens de l'extérieur ont leur place au Conseil économique et social. Merci, M. Djara. Oui, M. Traoré. Bon, je pense que le problème de fond qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est un élargissement et un approfondissement de la démocratie. Et que, eh bien, pour cet approfondissement de la démocratie, ce que nous visons, c'est de faire en sorte que les populations puissent prendre en main la gestion de leurs propres affaires et qu'on aboutisse à l'auto-administration et à l'autogestion au niveau des collectivités publiques. Mais il ne peut pas être question d'autonomie, il y a décentralisation et non pas autonomie, il faut nous méfier des mots. Et ce que nous voulons, c'est par exemple qu'à la place des arrondissements actuels, nous ayons des véritables communes rurales qui élisent leur conseil municipal et que ce conseil puisse élire en son sein un exécutif, que les régions soient de véritables collectivités publiques décentralisées avec non seulement une assemblée délibérante, mais avec même la possibilité d'avoir un exécutif. Le représentant du pouvoir central ne serait alors qu'un commissaire du gouvernement qui veillerait à ce que les institutions régionales fonctionnent conformément à la Constitution et aux autres lois de la République. Et le Haut Conseil des collectivités qui serait là veillerait à ce que les droits des collectivités soient sauvegardés. Et on n'a pas besoin d'en faire une seconde chambre. Merci. Monsieur le Président, merci. Je voudrais simplement faire quelques remarques, certaines remarques, et soumettre à votre sagesse et à la sagesse de la salle ces remarques-là. Hier, nous avons fait une proposition qui a été balayée du revers de la main. Monsieur le Président, je souligne que si les jeunes sont descendus dans la rue, sous l'ancien régime, il y avait le ministère de la Jeunesse, il y avait le ministère de la Culture. C'est parce que leurs problèmes n'ont pas été pris en charge et on n'a pas pu régler ces problèmes qui sont descendus dans la rue. Monsieur le Président, je voudrais vraiment, avec tout le respect que je vous dois, vous suggérer de faire attention à tous les conseils que nous sommes en train de donner aujourd'hui. Et vous voulez retourner dans votre caserne le 20 janvier, mais je vous dis, vous ne serez pas tranquille. Parce que ceux qui sont en train... On peut dire, c'est-à-dire que j'ai formulé l'article trouvé dans les liens 84, c'est-à-dire en bas de l'article 84, mettre ceci, c'est-à-dire le président de la République et les membres du gouvernement, pour les crimes ou délits commis dans l'exercice de leurs fonctions, seront jugés par la cour d'assises, présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire, de la Cour suprême. En ce moment, la crainte je crois que la crainte est levée, puisqu'on dit que si on fait juger par la Cour suprême, tous les membres de la Cour suprême seront impliqués. Tenez compte du temps de parole. D'accord. La proposition concrète. Très bien. Donc c'est cette proposition, donc faite un président par la Cour d'assises, présidée par un membre de la Cour suprême. Bien. Bon. Et la deuxième proposition, c'est l'article 83.
On a dit qu'en article 84, la Cour suprême est présidée par un magistrat nommé par le président. Et je crois qu'il est bon de mettre la Cour suprême est présidée par un magistrat d'ordre judiciaire pour une question de conformité et pour une question d'efficacité. On l'a souhaité. Alors que dans la promoture, on a dit un magistrat professionnel. Je préfère un magistrat de l'ordre judiciaire. Pour les collectivités territoriales, Monsieur le Président, je propose qu'on ajoute l'article 87 bis, qu'on dit les collectivités territoriales de la République sont les régions, les cercles, les arrondissements, les communes, les villages, les fractions nomades. Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi. Il faudrait prévoir cela, et ça a été soutenu. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci bien. Monsieur Diarra. Et Monsieur le Président, suite à l'explication donnée par Monsieur Baba Hakim Aïdara sur la question de l'autonomie, j'ai trouvé très pertinent et très intelligent d'ailleurs son développement. Et suite à ça, j'ai fait une formulation que je vais soumettre à l'approbation du rapport, si possible, s'il peut compléter au besoin l'enrichir. Et j'ai une proposition d'article à ce sujet. L'intégrité territoriale et la souveraineté nationale. Si vous pouvez lire, après vous recopiez, vous le répétez. D'accord. L'intégrité territoriale et la souveraineté nationale sont des données intangibles. Toutefois, dans le souci de rapprocher l'administration des administrés et de permettre aux populations de se prendre elles-mêmes en charge, les collectivités territoriales s'organisent de manière autonome. Très succinctement, je donne une explication à mon projet d'article. D'abord, très succinctement, vous constaterez que j'ai commencé par la notion de l'intégrité territoriale et la souveraineté nationale. Certains me diront, cela a été dit au niveau du préambule et même dans le corps du texte. J'ai dit, ça ne nous gêne pas. À chaque fois qu'on a la possibilité d'affirmer quelque chose pour marquer notre philosophie, notre compréhension. S'il vous plaît, la parole est au rapporteur général et aux experts. Merci, Monsieur le Président. Avant de passer la parole aux experts, je vais faire le récapitulatif. Il y a un problème qui se pose à l'article 82 relatif au maintien d'une Cour suprême avec les 4 sections, ou alors à la création d'une Cour constitutionnelle. Ce problème donc doit être réglé après les interventions des uns et des autres, savoir si une Cour constitutionnelle doit être créée et non une section constitutionnelle à maintenir au sein de la Cour suprême. À l'article 84, il y a cette question de justice spéciale, de juridiction spéciale ou d'exception qu'est la Haute Cour de justice. Alors faut-il la maintenir ou l'abolir au profit de la Cour suprême? Alors tout le titre 10 a été l'objet d'un débat. Le titre 10 consacré aux collectivités territoriales, à savoir s'il faut ajouter le mot autonome à cette expression collectivité territoriale ou alors ne pas l'y ajouter avec des arrière-pensées, certains craignant que ce mot autonome n'ouvre la porte à la dislocation du territoire national. Le titre 11 consacré au Haut Conseil des collectivités
La question se ramène simplement à celle-ci. Faut-il en faire la deuxième chambre du Parlement? Alors le titre 12, le Conseil économique et social, le problème qui a été posé, c'est l'adjonction du mot culturel. Certains estimant que culturel n'est pas peut-être bien à sa place dans le mot social, alors qu'un des articles souligne bien ce mot culturel, mais enfin, quelqu'un a parlé de querelle d'école ou entre intellectuels. Je pense que là c'est un problème secondaire. Est-ce que Conseil économique et social, l'expression suffit en elle-même ou bien il faut ajouter culturel? À l'article 99, on a souligné ou revendiqué selon les cas la place des Maliens de l'extérieur au sein du Conseil économique et social, en référence à cette même place au sein de l'Assemblée nationale. Et toujours par rapport au Conseil économique et social, certains ont trouvé la durée des sessions un peu trop courte, 15 jours, et qu'il faudrait aller au-delà de 15 jours. Enfin, il y a ce problème de la soumission du texte de la Constitution à la lecture et à l'avis de la Cour suprême qui a été posé en dernier lieu. Voilà, Monsieur le Président, ce que nous avons ramassé comme essentiel. Encore une fois, pour ce qui est des détails, des problèmes de style, de correction, nous avons reçu beaucoup de propositions que nous allons analyser avec les experts parce qu'il n'est pas question pour nous de donner une satisfaction à 100% à chaque intervenant. Ce serait recommencer la conférence à chaque fois. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je voudrais apporter quelques éléments de réponse aux questions relatives à la section constitutionnelle et celle relative à la Haute Cour de justice. Mais avant, je voudrais faire une observation préliminaire dans un souci d'éclairage de l'assistance. Je rappelle, c'est une question d'évidence, que la conférence est saisie de documents issus des commissions de travail instituées par la conférence elle-même. Cette précision est importante. Pourquoi? Parce qu'elle devrait contribuer à clarifier l'objet de discussion. Les commissions qui ont été mises en place par la commission ont travaillé. Elles ont décidé, chacune en ce qui la concerne, de mettre en place des commissions de synthèse. Ces commissions de synthèse, donc, à la lumière des débats qui ont eu lieu au niveau de chaque commission, ont proposé un document final qui est donc sous vos yeux. C'est de ce document-là que l'on discute et non pas d'autres documents. C'est une précision de taille. Il ne faut pas qu'on se trompe de document et donc d'objet de discussion. Cela dit, je passe donc aux éléments de réponse. D'abord, sur la section constitutionnelle. Pourquoi une section constitutionnelle? Je voudrais rappeler brièvement le contenu de l'article 82 qui dit ceci. La Cour suprême comprend une section judiciaire, une section administrative, une section des comptes et une section constitutionnelle. Puis, elle précise que la Cour suprême veille à la régularité des opérations, elle statue sur le contentieux électoral, elle peut être consultée sur les projets et propositions de loi, elle connaît de la constitutionnalité des lois, etc. Et, dernier alinéa, on dit qu'une loi organique fixe les autres compétences de la Cour suprême, son organisation, ses règles de fonctionnement, ainsi que la procédure suivie devant elle. Alors, donc c'est cet article-là qui dit ce que la Cour suprême, comment elle a été conçue et comment on envisage, etc. Ensuite, je vous renvoie à l'article 80 qui précise. L'article 80 dit que le pouvoir judiciaire est indépendant des pouvoirs exécutifs et législatifs. Il s'exerce par la Cour suprême et les autres cours et tribunaux. Le pouvoir judiciaire est gardien des libertés définies par la présente Constitution, etc., etc. Ceci, il faut combiner ces deux articles pour avoir une compréhension correcte de la proposition qui est faite dans l'avant-projet de Constitution. Nous avons donc voulu, dans un premier temps, assurer l'unité du pouvoir judiciaire confié à la Cour suprême. Ceci est extrêmement important, il faut l'avoir présent comme premier élément d'analyse. Ensuite,
J'ajoute que la section constitutionnelle n'est pas née avec la Constitution de 1974. Pour ceux qui se donneraient la peine simplement de relire les constitutions antérieures, notamment celle de 60, ils verront que déjà dans celle-là, une section constitutionnelle existe au niveau de la Cour d'État. Donc n'introduisons pas de confusion, soyons clairs de ce point de vue-là. L'existence d'une section constitutionnelle n'est pas liée à l'existence de la Constitution de 1974. C'est une question d'importance que je souligne également. C'est vrai également que cette constitution-là prévoyait une section constitutionnelle. Cette section-là a fonctionné très bien pendant un moment, puis il y a eu des périodes où elle n'a pas fonctionné. La question qui se pose, c'est de savoir maintenant pourquoi il y a eu ces dysfonctionnements. Pourquoi à un moment donné elle a fonctionné et à un certain moment elle n'a pas fonctionné. Parce que si on propose aujourd'hui autre chose que la section constitutionnelle, c'est parce qu'on pense que cette section constitutionnelle n'a pas rempli son rôle. Le problème du Conseil constitutionnel, en plus de l'argumentation développée par le collègue, c'est vrai que c'est un problème politique et il appartient uniquement à l'Assemblée de choisir. Politique pourquoi? Parce que le titre 1 de la Constitution, qui laisse une place importante aux libertés, il a été décidé de créer cette cour pour le respect de ces libertés-là. Deuxièmement, collectivité autonome, collectivité territoriale autonome ou collectivité territoriale tout simplement, c'est l'équivoque se situe où? C'est le problème de la décentralisation. Que ce problème de la décentralisation doit exclure la monnaie, la défense, la sécurité et les relations internationales. Que quelle que soit la solution qu'on va choisir, il faut nécessairement préserver l'intégrité territoriale. Et dans le débat général, le terme qui pose problème et qui peut être interprété de différentes manières en fonction du choix de tout le monde, c'est le problème autonome. C'est ce problème autonome qui polarise les idées et qui laisse apparaître des susceptibilités politiques d'ordre de revendication régionale ou corporatiste. Mais je pense que le terme le plus neutre qui inscrit la décentralisation dans son sens véritable, c'est collectivité territoriale. Je vais intervenir sur la Haute Cour de justice. Mais je souhaite sincèrement avoir au moins 5 à 6 minutes parce que la question elle est importante. Non, elle est importante parce que nous avons une question fondamentale actuellement avec l'instruction de l'affaire des ex-dignitaires en cause. Et la justice souhaite que cette auguste salle tranche définitivement le problème du jugement des crimes et délits commis par le président de la République et les ministres. Parce que les articles 574 et suivants du Code de procédure pénale, en vertu desquels actuellement l'information se fait, ont été introduits dans le Code après qu'on eut effectivement mis entre parenthèses la Haute Cour de justice en 1968. On s'est dit, quelle juridiction va-t-elle prendre en charge ces crimes et délits? On a dit, on va revenir effectivement au droit commun 574 et suivants. Et vous l'aurez remarqué, ces articles ne sont pas spécifiques au chef de l'État et au ministre, ils concernent aussi les magistrats, les gouverneurs de région et toutes les personnes ayant rang et prérogatives de ministre. Or, dans tous les pays du monde, on estime que les infractions commises par le président et les ministres sont des infractions politiques et qu'il appartient à la représentation nationale, à travers une haute cour de justice, de s'occuper de ces infractions. Cette ambiguïté, nous souhaitons, parce que nous ne souhaiterions pas, dans 6 mois, 3 mois, que l'on rende la justice responsable de quelque échec dans le procès. Si la justice est effectivement concernée, elle prendra ses responsabilités et mettra en œuvre la procédure prévue actuellement par le Code de procédure pénale. Mais si vous estimez que dans notre ordre constitutionnel, les infractions commises par le président et les ministres sont des infractions politiques et qu'à ce titre, il faut effectivement les faire prendre en charge par une haute cour de justice, je souhaite humblement, pour le prestige de la maison dont je suis l'un des représentants, je ne dirais pas les plus éminents, je souhaite effectivement que la Cour se prononce,
que la conférence se prononce. La question est importante, elle est importante par rapport à la question effectivement la question est importante, elle est importante par rapport à la question effectivement des ex-dignitaires que nous sommes en train de prendre en charge. On ne fera pas les discussions d'école ici comme depuis hier on l'a dit. Je renvoie quiconque au lexique qui vous définira ce que c'est que la haute cour de justice par rapport aux juridictions d'exception, aux juridictions politiques. J'en arrête là. Ce qui est sûr, je l'ai dit, j'ai dit les dispositions de l'article 574 et suivants qui sont en train d'être appliquées en ce moment. Il faudrait trouver une solution pour qu'au bout du rouleau, une fois la Constitution adoptée, nous ne butions pas à des problèmes de compétences. On admet une haute cour de justice dans la Constitution. Le crime de haute trahison n'est pas défini, c'est la base de la haute cour, elle n'y figure pas. On avait dit par ailleurs dans la Constitution qu'on a retiré, parce qu'il y avait trop d'errata, on avait prévu des dispositions de 84, 85 qui disaient que c'était la Cour suprême qui jugeait. Nous avons dit que c'était une confusion créée au niveau de la sous-commission qui a planché sur la Constitution dans un premier temps pour créer la confusion au niveau de toute la salle pour dire que c'est la Cour suprême qui peut juger. La Cour suprême ne peut pas juger selon les dispositions de l'article 574 et suivant du Code pénal. Mais seulement si on retient la haute cour de justice en sa position actuelle, j'ai dit qu'il fallait des dispositions transitoires pour gérer, pour qu'on ne se trouve pas devant des conflits sans solution au dernier moment. J'ai fait ma proposition au rapporteur général. Je vous remercie. Merci bien, madame. Oui, avant de passer aux voix, je vais quand même rappeler les points qui vont être soumis à vos voix. Alors, premier point, création par rapport à la Cour suprême d'une Cour constitutionnelle, oui ou non. Ceux qui diront non, pardon, je récapitule le problème de la Cour suprême ou de la Cour constitutionnelle. Il a été posé, il faut trancher. Alors je formule les propositions comme ça. Création par rapport à la Cour suprême d'une Cour constitutionnelle. Alors ceux qui sont en faveur de cette thèse, alors ceux qui seront contre, c'est parce qu'eux ils souhaitent une section constitutionnelle. Voilà comment ça se pose. Alors deuxième point, maintien ou suppression de la haute cour de justice. Avec l'intervention de Maître Danyoko. Je vous en prie. Alors avec l'intervention. Merci, Monsieur le Président. Et je crois que ce que nous ne comprenons pas, il ne faut pas nous faire voter sur cela. Cette situation, ce sont les experts, les juristes, les magistrats qui savent de cela. Il ne faut pas nous faire voter sur ce que la majorité ne comprenne pas. Très bien. Moi, ce que je voulais ajouter, à la suite de mon prédécesseur, c'est qu'il faut mettre en face de l'histoire nos magistrats. Ils sont en face de l'histoire. Nos juristes, comme le prédécesseur a eu à le dire, ils sont en face de l'histoire. C'est eux qui connaissent la chose et la conférence doit leur faire confiance pour que, en toute honnêteté, ils voient exactement les aspirations, en fonction des aspirations de la conférence, comment il faut trancher la question. Et je pense que c'est à leur niveau qu'il faut proposer ces méthodes. Maintenant, nous allons trancher, qu'on nous explique très bien les avantages et les inconvénients de chaque cas et nous votons. Non, c'est pour les explications. Maître Demba. Oui. Je vous remercie, Monsieur le Président. Voilà. Pour qu'on comprenne très bien, je vais expliquer le plus simplement du monde. En ce qui concerne la Cour constitutionnelle, c'est presque une innovation, mais il y a d'autres démocraties qui aujourd'hui sont en train de s'acheminer aussi vers la Cour constitutionnelle. Pourquoi elle est importante pour les Maliens? Parce que jusqu'à maintenant, il y a eu la Chambre constitutionnelle
qui est une chambre de la Cour suprême du Mali. Cette chambre constitutionnelle existe depuis la Première République. Tous les juristes qui sont ici, magistrats comme avocats, sont d'accord avec moi qu'elle a été absolument inopérante, elle n'a jamais marché. Et la Cour constitutionnelle occupe un grand bâtiment dans la cour de la Cour suprême, et au cours de notre commission constitutionnelle, nous avons entendu le premier président de la Cour suprême, nous avons entendu d'autres personnes, et notre conviction profonde à la commission était que le Mali doit se moderniser d'abord en créant constitutionnellement une cour constitutionnelle, comme quelqu'un l'a dit ce matin, dont la compétence est beaucoup plus étendue qu'une simple chambre de la Cour suprême. Et en plus, nous avons constaté que c'est peut-être parce qu'on ne donnait pas beaucoup d'importance à la justice au Mali. Quand un magistrat était fatigué ou quand il était gênant, on le nommait président de cette cour parce qu'elle ne servait à rien du tout. Donc la Cour constitutionnelle est infiniment mieux et plus moderne et plus opérationnelle que la section constitutionnelle de la Cour. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, en ce qui concerne la Haute Cour de justice, je pense que le principe a été très bien expliqué tant par les experts que par les différentes personnes qui sont intervenues. Ce que je voudrais donner tout simplement pour donner des apaisements après l'intervention de Mme Diakité Manata Danigo, c'est qu'en matière constitutionnelle comme en matière de lois ordinaires, la loi n'est jamais rétroactive, elle ne dispose que pour l'avenir. Donc, si une haute cour de justice était créée aujourd'hui et insérée dans notre constitution, elle n'aura pas d'effet rétroactif sur ce qui est déjà passé, elle disposera uniquement pour l'avenir, donc vous pouvez voter en toute confiance pour cette haute cour. Je pense que nous avons un dernier intervenant avant de procéder à nos votes. Monsieur Guéret, s'il vous plaît. Merci bien, Monsieur le Président. Je pense que, avant de se prononcer sur le problème de la Haute Cour de justice, je demanderai aux membres de la Commission de lire les textes concernant la qualification de la haute trahison. Je vous remercie. Merci. La responsabilité du personnel du président de la République est engagée en cas de haute trahison, d'outrage à l'Assemblée ou d'atteinte à l'honneur ou la probité. Il y a haute trahison lorsque le président de la République a violé son serment, est reconnu auteur, co-auteur ou complice de violations graves et caractérisées des droits de l'homme, de cession d'une partie du territoire national ou d'atteinte attentatoire au maintien d'un environnement sain, satisfaisant, durable et favorable au développement. Il y a atteinte à l'honneur et à la probité lorsque le comportement personnel du président de la République est contraire aux bonnes mœurs ou qu'il est reconnu co-auteur ou complice de malversations, de corruption, d'enrichissement illicite. Il y a outrage à l'Assemblée nationale lorsque, sur des questions posées à l'Assemblée nationale sur l'activité gouvernementale, le président de la République ne fournit aucune réponse dans un délai de 30 jours. Je vous remercie. Formulez la question, monsieur le